create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à la Satosphère. Nous sommes ici dans la 3e journée de programmation d'MTL Connect à Montréal, Québec, Canada. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Oh yeah! Oh what? L'énergie des gens sur Pouf! I love it! D'habitude, c'est les gens qui ont le moins d'énergie sont toujours un peu évachés. Oh, mais là, c'est... Ah, j'en veux un autre. Comment ça va, Montréal? On se croirait à un concert rock, c'est incroyable. En tout cas, bonjour Armand Afkami, votre animateur préféré. Vous êtes juste pris avec moi, vous n'avez pas le choix. OK, merci, j'ai des applaudissements. J'espère que tout le monde va bien. Ça me fait plaisir d'être ici et d'avoir échangé avec vous ou d'écouter tous ces magnifiques échanges depuis les 3 derniers jours. Est-ce qu'il y en a qui ont été ici depuis le jour 1, depuis mardi, ici, à absorber du super contenu? Yes, parfait. Avez-vous fait des nouveaux amis? OK. Non, j'ai juste parlé à mes amis, à moi. OK, je veux pas de nouveaux amis. J'accepte pas de friend request. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que, bien sûr, il y a 1001 conférences qu'on peut assister. Mais MTL Connect, je trouve qu'un des éléments spéciaux qui rend cet événement-là si unique, c'est cet échange, de pouvoir échanger avec les gens, de réseauter, d'échanger des idées, de débattre, rencontrer du nouveau monde qui sont ici, oui, de Montréal, et peut-être, je dis l'étranger, de Laval et de Longueuil, des 4 coins du Grand Montréal, mais aussi de l'étranger. Est-ce que du monde, levez la main si vous venez de l'extérieur du Canada. Oh! Wow! Presque 20 % de la salle. Ça, c'est le caméraman qui lève la main. Non, c'est pas vrai. Merci d'être ici. Est-ce que quelqu'un peut me nommer un pays duquel il ou elle vient? La Wallonie, wouh! Attends, quoi? Madagascar? Yes! Excellent. Bienvenue et merci. Et goûtez à la poutine, c'est très bon. Bon, et by the way, je sais qu'on est quelques-uns dans la salle ici dans la Satosphère, mais nous avons également des milliers d'internautes qui sont en live, en direct, qui nous regardent à travers l'application Swapcard. Bonjour à tous et à toutes qui nous regardent online. Alors, on a évidemment le sujet révolution. On parle d'une révolution à travers l'intelligence artificielle, la technologie qui bouge, qui change, et comment que ça affecte la société. Justement, aujourd'hui, on regarde comment que ça affecte les humains, la culture, la créativité. C'est un parfait segue pour présenter cette rencontre secteur d'excellence présentée par XN Québec. On va parler de la transition créative, construire un futur numérique plus responsable. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais inviter les panélistes et le modérateur. Je vais les accueillir sur scène, vous allez les applaudir et ensuite, on va partir la conférence. Vous êtes prêts? OK. L'énergie est encore là à moitié. On aime ça. Alors, je vais tout de suite commencer avec le premier intervenant. Je vais l'inviter, Luc Leclerc. Suivi par Sophie Théberge. Et notre modérateur, David Lamarre. Bon panel. Alors, merci Armand. Bonjour tout le monde. Merci à Montréal Connect de nous offrir cette tribune. Alors, je suis David Lamarre. Je suis agent de développement culturel numérique pour XN Québec. Oui, j'entends un wouhou. Alors, est-ce qu'il y a des agents de développement culturel numérique dans la salle? Oui, eh bien, les ADN, en fait, les agents de développement culturel numérique, ce sont des facilitateurs de transformation numérique au sein des organismes culturels dans lesquels ils travaillent. Alors, je vous encourage fortement à aller les rencontrer pour en savoir un petit peu plus sur leurs organisations et sur leur travail.
Alors, le panel d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des rencontres de secteurs d'excellence et le secteur d'excellence en question aujourd'hui, c'est celui de la créativité numérique. En effet, XN Québec, c'est l'Association des producteurs d'expériences numériques. Notre mission, c'est de réunir les conditions gagnantes pour nos quelques 200 membres professionnels et studios. Des conditions gagnantes au niveau de l'innovation, au niveau économique, ainsi qu'au niveau culturel. Mais plus concrètement, c'est qui XN Québec? Eh bien, c'est une équipe de 8 personnes et j'ai la chance d'avoir 3 de mes collègues ici dans la salle. Je leur demanderai de lever la main ici. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur XN Québec, si vous voulez nouer des partenariats, les 3 personnes qui sont juste là, c'est les personnes à contacter. Alors, mais revenons aux producteurs d'expériences numériques. C'est quoi une expérience numérique? Eh bien, les producteurs d'expériences numériques utilisent les nouvelles technologies comme matière première pour créer des produits culturels ou artistiques qui sont généralement pas destinés à des lieux de diffusion traditionnels que sont, par exemple, le cinéma, la télévision ou la radio. Ça couvre un large spectre d'expériences. Ça va du divertissement immersif aux installations interactives en espace public. Ça peut concerner des films 360 qui peuvent être projetés sur dôme, des parcours sonores en espace public. Puis ça va même jusqu'au développement de nouvelles technologies et logiciels qui sont destinés à la culture. En somme, c'est environ 4000 employés. C'est un domaine qui est en émergence. Puis oui, il y a des grands joueurs dans notre secteur d'activité. On pense à Moment Factory, on pense à Tate, à Behavior, mais la plupart des membres de XN Québec, la plupart des studios de créativité numérique, ce sont des petites structures de 15 employés ou moins. Alors, le rôle, plus précisément, de XN Québec, d'abord, c'est de parler au nom de ces producteurs-là aux décideurs et aux bailleurs de fonds. C'est aussi d'organiser des activités de maillage, à la fois entre nos membres, mais aussi entre différentes industries, que ce soit avec l'industrie touristique ou bien avec l'industrie du cinéma ou de la télévision. C'est aussi de les accompagner dans leur démarche d'exportation. C'est de faire une veille stratégique pour que nos membres ne manquent aucune occasion d'affaires. Puis, c'est de promouvoir l'industrie. Alors, un des projets phares de XN Québec, c'est les prix Numix. C'est peut-être comme ça que vous avez déjà entendu parler de nous. Les prix Numix, c'est un gala qui célèbre la créativité numérique depuis maintenant 16 ans. Et au cours des dernières années, on a ajouté 2 catégories qui s'inscrivent bien dans le thème de la journée, c'est-à-dire la mention impact social et ainsi que la mention diversité et inclusion. Ça fait foi de notre engagement pour le développement durable. Puis, au cours du Sommet XN en 2023, le Sommet XN, c'est un événement de consultation de nos membres. Il y a un comité qui s'est organisé, un comité Impact et Développement durable, qui est formé de membres de XN Québec. J'ai nommé Thomas Payette, Mélissa Mongia, Juliette Van Galen, Marianne Tremblay, Véronique Paradis, mais aussi des employés de XN Québec, soit la directrice générale Jeanne Dompierre et la responsable des partenariats Gabrielle Sigmund-Mercier. Et une des premières initiatives qu'ils ont mis en place, c'est la rédaction du guide « Quand l'innovation rencontre la durabilité ». Alors, c'est un livre blanc, un costaud livre blanc de 6 chapitres, plus de 120 pages, qui donne des pistes de solutions pour intégrer une stratégie de développement durable au sein de son organisation. Alors, la première des choses, ce guide-là est gratuit. Je vous encourage fortement à scanner le QR code pour vous le procurer. Et oui, il est destiné aux producteurs d'expériences numériques, mais son contenu est tout aussi valide pour l'ensemble du domaine culturel. Je vais vous parler de 3 petits exemples qui sont tirés du livre. Sophie Théberge, cabinet d'Andom, va pouvoir vous en parler davantage du guide comme tel. Mais je vais vous parler de 3 petits exemples simplement pour que vous ayez une meilleure idée de c'est quoi une production numérique et puis voir comment ils peuvent avoir un impact sur le développement durable.
Alors, la première œuvre que je voudrais parler, c'est Sacred Defenders of the Universe, qui est un projet qui était fait par le studio Supply and Demand pour le Centre des sciences de Calgary. C'est une version immersive et actualisée de récits autochtones. Fait que c'est un bel exemple d'inclusion de diversité culturelle. Je voudrais aussi parler du travail du studio Daily Tous les jours, qui a entrepris une première évaluation de son empreinte carbone au cours des dernières années. Daily Tous les jours, vous les connaissez peut-être, ils font des installations en espace public, notamment les balançoires musicales qui ont été longtemps ici, pas loin de la place des festivals. Et leur projet voyage beaucoup à travers le monde. On peut les retrouver sur plusieurs places publiques. Et évidemment, que ça voyage en bateau, que ça voyage en avion, ça crée beaucoup de CO2. Et chaque tonne de CO2 émise se voit compensée par un investissement dans un projet qui est certifié auprès d'un organisme qui est reconnu. Enfin, troisième exemple que je voudrais donner, c'est celui de la Station de l'avenir, qui est un dispositif de projection mapping qui a été imaginé par Map Montréal, qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Alors, de jour, les participants peuvent venir dessiner, créer des petites animations sur un petit dispositif à roues. Et le soir, leurs animations, leurs dessins sont projetés sur des façades d'immeubles. Alors, pour en savoir un peu plus sur le guide, on a la chance d'avoir avec nous la personne qui en a fait la rédaction. Alors, j'aimerais passer la parole à Sophie. Merci, David. Je vais te prendre ça. Donc, Sophie Théberge, merci pour l'occasion de venir parler de ce livre blanc qu'on a eu la chance de rédiger en collaboration avec Exen et avec beaucoup de ses membres. Donc, les exemples qu'ils vous ont présentés, on a rencontré énormément de partenaires, de membres d'Exen qui ont tous plusieurs exemples où on a intégré la durabilité. Donc, avant de rentrer dans le détail, la durabilité, ce dont on parle, pourquoi, que ce soit, aujourd'hui, on parle des entreprises créatives, mais on va avoir le début de ma présentation s'adresse, qu'on soit un producteur manufacturier ou autre, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à l'ensemble des industries. Donc, pourquoi c'est pertinent d'adopter une posture de durabilité dans mon entreprise? Je vais vous donner certains cas de valeur. Le développement durable, souvent, on s'attarde énormément au volet environnemental. C'est une des pierres angulaires. C'est là-dessus que je vais m'attarder aujourd'hui, mais je veux mettre vraiment de l'avant que c'est vraiment une création de valeur partagée. Qui dit développement durable, il y a un bénéfice pour l'entreprise et pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, c'est un développement, c'est une posture win-win pour une organisation que d'adopter des pratiques durables. On parle de développement durable quand, d'un point de vue environnemental, les activités ne vont pas provoquer de changements irréversibles sur l'environnement, quand il y a une posture qui est économiquement viable dans nos choix et qu'il y a des bénéfices pour la société. Vous allez entendre souvent parler du cadre ESG, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance, donc la gouvernance de l'entreprise, les politiques, la posture qu'on souhaite adopter, qui vont faire en sorte que quand on développe des projets, on apporte non seulement une attention particulière à notre impact environnemental et social, tout en ayant à terme l'entreprise et son développement économique. En ce moment, on ne sera pas sans se cacher que la durabilité, on a un vent de face, voire un gros vent de face depuis quelques mois. Instabilité géopolitique, les pressions économiques, les politiques, le recul des gouvernements sur certains engagements. On n'a pas la grande tendance, mais ça reste que ça reste d'autant plus pertinent. Les organisations ont deux postures, soit attendre ou agir. C'est certain qu'une entreprise qui est à court, qui cherche à maintenir, à faire ses fins de mois, n'a peut-être pas en tête de prendre une démarche de développement durable, mais dans certains cas, ça peut être aussi un moyen de survivre. Donc, une posture proactive de durabilité, vraiment, si, disons, je suis un studio puis que mon potentiel de croissance est en Europe, par exemple, où certaines législations sont en train de prendre forme de façon plus
structurantes. Je pourrais, si je n'ai pas de cadre, par exemple, une politique d'approvisionnement responsable ou d'autres principes de durabilité dans ma démarche créative, je pourrais me voir bloquer certains marchés. Donc, ça peut être une posture qui va être favorable à la croissance, à l'évolution de notre organisation. Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, l'industrie de la créativité numérique, David nous l'a montré, il y a une variété de contextes. On parle de la production cinématographique, film, immersive, des installations physiques, permanentes, temporaires, du logiciel. C'est sûr que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est très, très, très variable selon le contexte. Mais dans certains cas, nos parties prenantes, que ce soit nos employés, nos bailleurs de fonds, vont aussi, eux, avoir des attentes qui peuvent être de plus en plus importantes face à nos pratiques en tant qu'organisation. Des exemples des membres qu'on a rencontrés chez Exen qui, de par leur posture proactive en développement durable, se sont vus octroyer des contrats chez des organismes parapublics ou ont obtenu du financement de par leur posture proactive. Donc, ça vient vraiment répondre à des attentes qui vont au-delà d'une organisation. Puis mon favori, c'est vraiment, il y a tout un risque économique de ne pas agir ou de ne pas prendre conscience des impacts qui peuvent nous pendre au bout du nez. Donc, une étude de Deloitte récemment disait que 57% des dirigeants d'entreprises entrevoient que les changements climatiques vont avoir un impact sur leur stratégie et sur leurs opérations. Risque climatique, pour beaucoup d'entre nous, peut équivaloir risque en augmentation de nos coûts. Donc, je prends l'exemple de David vous parlait des Lits tous les jours, un studio avec qui on collabore à Dandom sur une base régulière pour certains projets. En plus d'évaluer leur impact sur leur empreinte carbone, ils ont une approche pour la résilience de leurs installations. Demain matin, une installation qui est permanente, il faut qu'ils la conçoivent pour la variation des températures, les changements climatiques importants, les pluies abondantes, pour éviter d'avoir à rebâtir ou à remplacer de façon constante. Donc, ça vient diminuer leur risque opérationnel, leur risque de coût, la prime d'assurance. Donc, il y a beaucoup d'économies de coûts qu'on va pouvoir établir en prenant une posture proactive. Donc, le cadre retour sur investissement en durabilité, donc ça vient vraiment en améliorant nos fondations, on va vraiment pouvoir stimuler notre performance financière. Donc, une croissance de nos revenus, une rentabilité accrue, une valorisation de l'entreprise. Il ne faut pas se laisser abattre en disant « il faut que je fasse des investissements majeurs, puis je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'opportunité ». Il faut prendre un pas de recul puis regarder est-ce que ça peut me positionner dans une posture compétitive, concurrentielle, une gestion de risque. Donc, au final, ça nous amène des résultats tangibles qui sont à la fois mesurables pour nous, mais aussi pour la société et l'environnement. Critères de succès. Ce n'est pas un party de Noël, ce n'est pas un comité, un plan compost. Prendre une démarche de durabilité, ça doit vraiment être intégré, supporté par la vision de la direction, dans un cadre de gouvernance, faire partie de notre vision stratégique. Et il n'y a pas de recette toute faite. Vous ne sortirez pas d'ici avec, même en le téléchargeant, le livre blanc, avec « il faut que je fasse ça, c'est réglé ». C'est très contextuel à chacune des entreprises, même à l'intérieur d'un même secteur d'activité. L'important, c'est de prioriser ce qui compte, de faire une analyse de l'impact et des bénéfices et des risques et d'y aller par petits pas. Moi, quand je vois des entreprises qui prennent le développement durable comme une trop grande approche, ils vont échouer, ou à l'inverse, quand on le met comme un peu un projet satellite, comme un comité social, mais là, on manque les opportunités d'affaires qui s'y rattachent. Rapidement, je vais plonger un petit peu plus en détail dans deux des chapitres. Donc, dans le livre blanc, on aborde à la fois les actions, l'importance de la gouvernance, l'importance du social. Le volet social, le secteur de la créativité numérique est extrêmement engagé, énormément d'œuvres à vocation sociale, mais on a un souci d'accessibilité au plus grand nombre. C'est vraiment, moi, c'est mon dada, le volet social en durabilité, mais je vais focusser sur l'environnement, qui est un petit peu plus terre à terre, je dirais, et qui peut, pour des gens qui ne sont pas dans l'industrie de la créativité numérique, avoir une certaine résonance. Donc, je le sépare en deux volets.
Il y a le volet très back-office, qui est très, auquel tout le monde, je pense, va aller pouvoir vous référer, ce que j'appelle l'hygiène environnementale dans nos pratiques numériques, dans nos opérations courantes de bureautique, services, comptabilité, finance et autres. Il y a vraiment des impacts qui, c'est pas là où le numérique est très gourmand en termes d'empreinte environnementale, mais ça reste en termes de volume. Si plusieurs s'y mettent, on a un impact qui va être global à l'échelle collective. Donc, on pense à, donc depuis la pandémie, par exemple, la vidéoconférence. Moi, ça, je vous le dis, ça me tue. Dans le sens que c'est très pratique. On peut déjà se dire, bien, la vidéoconférence va limiter des déplacements ou ainsi de suite. Mais quand je vois une vidéoconférence qui a lieu où la moitié des employés sont dans un bureau, caméra ouverte, tout le monde reste à son bureau pour une personne qui est à l'extérieur du bureau, je me dis, comment on peut-tu se déplacer, se regrouper dans une salle? Parce que la vidéoconférence consomme de l'énergie. Fermer notre caméra, ça nous aide. Donc, ce sont des petits gestes, c'est du gros bon sens, là, de l'hygiène, comme je dis. Optimiser la charte graphique des documents. Si vous téléchargez le livre blanc, vous allez le trouver, excusez-moi l'expression, mais dry. Il n'y a pas une belle mise en page, mais c'est volontaire. On voulait limiter le poids du document, ce fichier-là qui est hébergé en ce moment 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Chaque fois que quelqu'un le télécharge, il y a une copie qui s'en fait. Donc, on voulait qu'il soit le plus léger possible. Donc, on a limité l'usage d'images, une fonte qui est très serrée. Donc, on n'a pas fait puis, idéalement, il aurait été en noir et blanc, Time New Roman, mais là, on était quand même dans un contexte créatif, mais ça reste qu'on a volontairement fait des choix de ce type-là. Il y a plusieurs exemples. Prolonger la durée de vie des équipements, l'impact matériel du hardware, de vos téléphones, de vos ordinateurs, c'est là où le numérique est le plus gourmand en les matériaux. Avant même que l'ordinateur ait pris forme, l'extraction des matières premières sont énormément polluantes. Ce sont des matières qui ne se renouvellent pas, je ne vous apprends rien. Donc, de pouvoir prolonger la durée de vie des équipements bureautiques. En créativité numérique, on ne voudra pas nécessairement prolonger la durée de vie d'un équipement quand on fait de la R&D, mais le téléphone cellulaire du VP Finance, y a-t-il besoin d'avoir la dernière version à chaque octobre du iPhone? Peut-être pas. Donc, c'est des choix comme ça qui permettent à une organisation de réduire son empreinte, mais aussi de réduire ses coûts. Au final, on a des économies de coûts. Mon préféré, avant de terminer sur l'autre volet, qui est plus au niveau de la créativité, la gestion documentaire. Je pense qu'il n'y a pas une organisation où je suis allée où il y avait une gestion documentaire qui était optimisée. S'il y a un projet qui est payant pour une organisation, qui va venir jouer sur son empreinte carbone, mais aussi sur son efficience opérationnelle, une saine gestion du documentaire. On est passé du sans-papier à des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de copies numériques. On ne compte plus, on ne sait plus son où. Ils vivent dans la boîte courriel du voisin qui s'en est fait une version en triple copie sur son poste. Bref, ces projets-là ne sont pas nécessairement sexy, mais sont vitaux pour vos organisations, pour que vous soyez plus efficients. Puis, ils vont peut-être réduire votre facture, surtout dans le domaine de la créativité numérique où on parle de fichiers, de gros fichiers. Là, Luc va vous en parler, mais des fichiers extrêmement pesants. Mais on peut avoir des coûts aussi économiques de stockage qui vont réduire si on a un plan de conservation connu, des processus clairs. Je vais terminer, je vais passer là-dessus. Donc, ça, c'est le bureautique, l'hygiène, là, le facile. Là où on est plus à se poser la question dans l'industrie de la créativité numérique, est-ce que innover et développement durable en créativité numérique, c'est possible? Est-ce que ça peut aller de pair? Eh bien, au départ, avant de commencer à travailler avec l'équipe, j'étais sceptique, mais en rencontrant, en creusant et en analysant les différentes postures, c'est vraiment un objectif qui est très réconciliable. L'industrie de la créativité numérique, elle est vraiment, de par son ADN, de par son mode de financement aussi, tu l'as dit d'entrée de jeu, des petits studios, 15 personnes, souvent qui vont avoir une grande agilité pour développer leur projet, du financement qui vient de plusieurs parties prenantes. Donc, on est vraiment dans des principes où la durabilité, c'est de l'amélioration continue. L'éco-conception, c'est d'être agile, c'est d'avoir une logique d'affaires où on va essayer de limiter, prototyper, essayer de contrôler nos coûts. Et ça fait déjà partie beaucoup de l'ADN des organisations qu'on a rencontrées au cours de la rédaction du Livre blanc. L'idée,
comme je vous disais, il n'y a pas de recette, puis il ne faut pas s'éparpiller, il faut agir vraiment sur les causes. Donc, intégrer une notion de circularité dès le départ, dans l'approche de conception, c'est une posture gagnante. Évidemment, quand on peut se permettre une analyse de cycle de vie qui serait vraiment d'être capable de mesurer l'impact environnemental du début à la fin de vie d'un projet ou d'un produit, là, on va avoir vraiment une façon exhaustive de savoir où agir. Dans un cas où c'est des démarches qui sont demandantes, exigeantes, très pertinentes, mais on n'a pas le temps, on peut quand même prendre certaines pas de retour puis se dire, OK, comment je pourrais avoir une approche de circularité? Comment, à la fin de vie de mon installation numérique, qu'est-ce que je vais faire avec les matières qui sont physiques, par exemple? Donc, rehausser l'efficacité énergétique aussi, essayer de penser à le projet Montréal qui était présenté, dont c'était activé par l'énergie physique et solaire, plutôt que d'avoir une génératrice sur place. D'autres pistes, explorer les boucles énergétiques. Il y a récemment un centre de données en Estrie où vraiment la boucle énergétique, la chaleur produite par les serveurs est réutilisée pour chauffer les bâtiments. Quand on choisit notre partenaire en info nuagique, s'attarder à justement la structure du bâtiment, l'approche qui est préconisée au niveau de l'énergie, comment elle est consommée. Favoriser la R&D et l'approche multidisciplinaire est aussi une autre façon d'adopter une posture de durabilité. Pour élargir notre potentiel d'innovation, on n'a pas nécessairement besoin d'investir en tant que studio dans l'ensemble du matériel. On peut mutualiser avec d'autres studios, avec d'autres gens qui sont dans le même secteur d'activité, mais qu'on ne va pas utiliser 24/7 l'ensemble de notre matériel. Donc, il y a plusieurs pistes. Je vais rapidement terminer sur 2 exemples qui ont été très pertinents de studios qui ont adopté une posture plus. Donc, le studio Lucion avec leurs installations, les NOC. Ils ont travaillé avec une équipe. Donc, ce sont des experts en créativité numérique qui bâtissent cette installation avec lumière et tout ça. Ils ont travaillé avec une équipe pluridisciplinaire de l'Institut sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et ils ont vraiment adopté des matériaux biosourcés pour remplacer les polymères qu'ils utilisaient dans la conception de leur structure. C'est vraiment trippant, puis il y a plein d'exemples dans le livre blanc, mais le cuir des arbres, qui en principe aurait été en plastique, là, il est fait avec un kombucha, un cuir de champignon. Donc, il y a plein d'exemples comme ça dans leur structure. Donc, à la fin de vie de ces matériaux, non seulement au départ, mais à la fin de vie, on a une empreinte environnementale qui est moindre. Et ils ont récupéré aussi du matériel d'installation précédente. Donc, il y a vraiment un effort ici qui est, au final, un impact environnemental positif, mais une économie de coût important pour le studio. Finalement, l'économie collaborative, on est ici à la SAT aujourd'hui, qui est un fleuron qui stimule cette posture-là, donc d'optimiser le partage des ressources matérielles entre différentes organisations, utiliser les communs numériques. L'industrie de la créativité numérique je pense qu'elle est bâtie sur les communs numériques, l'open source. Donc, ça permet aux studios, aux créatifs de développer plus vite, d'innover plus vite, tout en réduisant. Si tout le monde, on code chacun de notre barre, nos trucs, puis qu'on ne le partage pas, tout le monde dépense plus d'énergie. En partageant, on favorise l'innovation. Donc, j'ai déjà parlé, mais la SAD, vraiment, dans cette économie collaborative à Montréal et même à l'international, joue un rôle clé. On promouvoit vraiment l'innovation, l'accessibilité à des ressources que certains studios ne pourraient pas se permettre, tout en ayant un impact favorable sur la durabilité. Voilà. Il y a beaucoup plus que ça dans le livre. C'était un survol très léger. Je vous passe la parole à Luc, qui fait partie aussi du livre. Merci. Pour commencer, j'imagine, une fois, slideshow. Bien, déjà, en attendant que la présentation de Luc soit à l'écran, on peut déjà dire que l'emploi d'intelligence artificielle en culture, c'est un sujet délicat. Mais justement, on retrouve dans le livre blanc un exemple de gouvernance puis de choix d'utilisation avec des préoccupations éthiques. Puis cet exemple-là, c'est celui du studio Above the Void. Et on est content d'avoir Luc, cofondateur du studio, qui peut venir nous en parler aujourd'hui. Alors, Luc, c'est à ton tour.
Ça devrait jouer. Et voilà. Super. Bon, bonjour, je m'appelle Luc Leclerc. Comme ça arrive parfois quand on fait une présentation, Google Drive décide de se réinstaller à la dernière minute. Donc, oui, je suis ici pour vous présenter une présentation sur l'intégration éthique des arts traditionnels et d'IA générative avec le groupe de heavy metal Voivod, avec lequel je collabore depuis plusieurs années. Donc, je m'appelle Luc Leclerc, je suis cofondateur d'Above the Void, une agence digitale qui se spécialise dans la création de vidéos et d'images à l'aide d'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, je présente l'étude de cas portant sur l'intégration éthique des arts traditionnels, plus précisément dans le contexte de l'univers de Voivod, un groupe de métal québécois qui existe depuis plus de 40 ans. Les pochettes d'albums que le drummer de Voivod a conçu, Michel, sont devenus des icônes du genre, renforçant l'impact visuel et conceptuel de la musique du groupe. L'objectif de ma présentation est de vous démontrer comment l'IA générative peut être employée de manière éthique et créative afin d'enrichir un style artistique existant et non pas le remplacer. L'intégration de l'IA générative dans les arts traditionnels, ça suscite de nombreuses discussions. Certains la considèrent comme une menace pour la création artistique, tandis que pour d'autres, on voit une évolution naturelle similaire à l'arrivée de la photographie au 19e siècle. Notre projet s'inscrit dans une démarche expérimentale où l'intelligence artificielle est utilisée comme un prolongement du travail artistique de Michel Houé-Langevin. Excusez-moi. Bon. Excusez-moi pour le problème. Certains reprochent à l'IA générative de banaliser la création en la réduisant à un simple clic. Bon, je pense que vous voyez que j'ai des problèmes. Fait que, on va peut-être y aller en freestyle plutôt. Bon, nous, ce qu'on fait, le studio, on est souvent impliqué avec des artistes traditionnels. Il y a une grosse crainte dans le domaine au niveau des arts traditionnels. Est-ce que ça va être remplacé par l'IA? Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise, on sert d'outils pour entraîner des modèles éthiques basés sur l'art original. Avec ça, on peut en faire des vidéos, des images. On a fait des T-shirts, on a fait un livre ensemble. Bon, j'ai vraiment de la misère avec je m'excuse, mes slides ne sont pas dans le bon ordre, et ici non plus. Peut-être qu'on pourrait juste y aller avec un Q&A, dans le fond. Je ne sais pas si... Non? Oui, pas de problème. Donc, oui, tu disais que tu as fait les visuels pour des vidéoclips de Voivod à partir des images qui ont été réalisées par le batteur déjà. Donc, ouais. Lui-même t'a approché pour essayer d'amener ça en animation, n'est-ce pas? Au départ, ben moi, ça fait plusieurs années que je m'occupe des réseaux sociaux, du site web de Voivod, fait qu'on travaille ensemble.
Michel, c'est une idole de jeunesse, vraiment, en grandissant, en voyant un Québécois avec son groupe qui va partout sur la planète, il fait ses dessins lui-même. C'était vraiment inspirant. Donc, je lui ai proposé, je lui ai montré ce qu'on pouvait faire en IA. Ça lui a donné, ça l'a inspiré. Puis Oui, donc de voir ses dessins en mouvement, puis avec une esthétique 3D, ça, il a apprécié. oui, bien, ce qu'on peut faire en IA, c'est vraiment... ça nous donne des moyens de faire ce qu'autrement prendrait une grosse équipe. Que ce soit au niveau du développement web ou même de l'IA générative, nous, on s'en sert beaucoup au niveau de l'idéation. On a une idée en particulier, mais si on voudrait la sketcher sur papier, on pourrait sketcher de 18 manières différentes. On peut peser sur un bouton, avoir 100 copies, choisir laquelle. C'est peut-être pas toujours l'approche la plus éthique de générer beaucoup de quantité au lieu de qualité, mais bon. Je pense, si je peux me permettre, parce qu'on a quand même beaucoup discuté ensemble, ce qui est tout à votre honneur et qui est intéressant dans la collaboration avec Voivode, c'est que vous avez bâti votre propre modèle. Ouais. Donc, vous n'avez pas injecté les œuvres de l'artiste, les illustrations dans un grand modèle de langage où après ça pourrait nourrir d'autres mondes. Donc, vous avez conçu un modèle pour entraîner l'IA uniquement et à partir de ces croquis. Donc, ça devient une extension créative d'un artiste. Donc, c'est un support ou un moyen, comme tu disais, de pouvoir arriver à une finalité qui, autrement, tu sais, si on avait mis l'IA de côté, on aurait probablement pu arriver à la même chose avec une équipe de VFX qui aurait été une quantité énorme d'individus, d'ordinateurs, de serveurs, de rendition, qui, au final, d'un point de vue empreinte environnementale, aurait peut-être été plus grande. Là, je dis ça, mais sous toute réserve, parce que l'IA consomme énormément d'énergie. Ouais. C'est difficile à évaluer comme ça, mais il y a quand même une gouvernance entourant ton processus, là. Absolument, absolument. Au niveau de l'éthique, pour nous, un truc qui est super important, c'est de respecter les artistes vivants. On voit régulièrement de la parodie, pas nécessairement de la parodie, du plagiat, je veux dire. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, avec l'artiste, on travaille avec l'artiste, on s'assure que les résultats soient quelque chose qui aurait pu être fait autrement, humainement. Puis, ben, toi-même, tu es artiste, bon, tu es musicien, tu as été BDiste. Quand justement, on voyait l'image du singe, puis qu'on dit que c'est aussi simple que faire cliquer sur un bouton, bien, il y a quand même une démarche artistique à travers ce que tu fais, là. Oui, c'est clair. On s'entend, beaucoup de gens pensent que l'IA, c'est on lance un prompt, on appuie, on s'assit. Non, il y a beaucoup d'idéation, on fait des storyboards, chaque shot est regardé, est analysé, ça passe dans Photoshop, il y a plusieurs générations, même au niveau vidéo, il y a du post-processing. Il y a des outils dernièrement, quand ça se développe, on voit beaucoup de vidéos Google VO3, où est-ce que c'est multi-shot, ça vient qu'un seul prompt. Ça, oui, c'est ce qu'on peut appeler du AI slop, il y en a beaucoup. Mais l'IA, finalement, c'est une suite d'outils qui sont très utiles. Puis pour les artistes, ça prend une ouverture d'esprit. Mais pour les artistes qui sont prêts à s'en servir, c'est très, très puissant. Parfait. Puis, on prenait, ben, en fait, tu avais des films en festival ou même en concours récemment. Il y avait un studio d'ici aussi qui était finaliste au dernier festival de films de Runway. Oui. Vallée du Hamel. Oui, ouais. Vallée du Hamel. D'ailleurs, toi-même et Vallée du Hamel, vous allez être présents à la Galerie Electra la semaine prochaine, je pense. Jeudi 6 novembre, vernissage, expo collective à la Galerie Electra sur Gaspé. Vallée du Hamel, Caroline Georges, Kevin Dubo, Spime.im d'Italie, Voltage Controller de Californie et Madzine de Californie qui est en train de travailler sur un gros projet avec Grimes. OK, super. Ouais. Bien, on peut ouvrir la période de questions officielles. Vous pouvez vous diriger à l'avant. Sinon, je vais avoir des questions pour nos panélistes aussi. Bon, en attendant la première question, Sophie,
Oui. Il y a toujours la question des personnes ressources ou même des ressources financières pour entamer une démarche de transition numérique ou pas de transition, mais de développement de stratégie de développement durable. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais à une organisation qui dit que j'ai pas les ressources? Bien, c'est sûr que, comme je vous disais, s'il y a une chose à retenir, il n'y a pas de recette. Tout le monde est dans son contexte, tout le monde est unique. Évidemment, si je m'arrête au fait qu'il n'y a pas de ressources, bien, que ce soit pour le développement durable ou pour autre chose, là, je ne ferai jamais rien en tant qu'entrepreneur, en tant qu'organisation. Donc, mais au niveau du développement durable, évidemment, il y a énormément de subventions, de financement au niveau du ministère provincial, fédéral ou des fondations. Les fondations, quand on regarde les fondations, la plupart ont un ou deux volets, un volet social, un volet environnemental pour accompagner des projets. Donc, il y a des sources d'argent. Les banques ou même les banques, mais les coopératives comme Desjardins, eux aussi, encouragent les projets de transformation où la durabilité vient s'inscrire. Donc, il y a du financement là, de la slow debt, là, que ça prend plusieurs temps pour rembourser à un taux préférentiel. Donc, côté financement, il y a des ressources. Mais moi, ce que je veux surtout vous retenir, c'est qu'une démarche de durabilité, c'est pas juste un investissement. On entend souvent le manufacturier qui dit, bien, il faut que je change ma machinerie dans mon usine, puis ça va me coûter un investissement de plusieurs millions. Oui, c'est vrai, ce sont des cas. Mais dans plusieurs organisations, le développement durable, c'est aussi des économies de coûts. Certaines qui sont très rapides, d'autres qui sont à plus long terme, mais il faut vraiment le voir comme une démarche de pérennité. Comme je rappelle, si demain matin, dans le mois prochain, on est dans une posture fragile par le constat économique actuel, les politiques, ça ne nous vient pas notre premier réflexe, mais ça doit faire partie de notre stratégie, puis qu'on regarde, parce que peut-être que la solution fait partie d'une démarche de durabilité. Parfait. Alors, pour ceux qui ont des questions, le micro est juste ici à l'avant. Mais en attendant, Luc, bon, tu es très présent sur les médias sociaux. Et j'imagine que, bon, en étant créateur, en utilisant l'intelligence artificielle, tu dois avoir reçu quelques messages qui étaient peut-être désobligeants. Oui, bien, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. On a vu la montée d'un sentiment anti-IA. Ça s'écho aussi avec Trump aux États qui s'en sert allègrement. Nous, on a reçu plusieurs messages, des commentaires vraiment venant d'artistes, des artistes pas nécessairement émergents, mais underground, qui se sentent menacés. On comprend. Par contre, c'est un outil. Faut s'entendre. Comme je disais tout à l'heure, les photographes, au départ, quand ils sont sortis, tous les peintres ont dit non, mais la photo, ça va voler l'âme d'une personne. Mais non, on s'entend, là. La photographie est rendue maintenant un médium complet. Donc, je pense que c'est une période pivotale. Oui, il y a vraiment beaucoup de slop sur Facebook. Je pense qu'on dit que la moitié du contenu maintenant, c'est généré par l'IA. Fait c'est ça. Oui, puis il y a beaucoup de mauvaises photos aussi sur les médias sociaux. Ouais. Encore une question pour toi, Luc. C'est ça, tu es un des premiers adopteurs de l'intelligence artificielle. Il y a maintenant de plus en plus de studios, de plus en plus de boîtes. Comment quelqu'un peut choisir une boîte qui a une approche éthique? Ça serait quoi des red flags qu'il faudrait évaluer quand on approche des boîtes comme ça? Ouf, bonne question. Au niveau des modèles, il y a quand même certains modèles qu'on pourrait considérer plus éthiques que d'autres. Je sais que dans le vidéo, je pense, je me rappelle plus du nom, mais il y a un modèle vidéo, en tout cas, qui a été entraîné sur seulement du domaine public. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que... Si je peux t'aider peut-être dans les modèles quand c'est des boîtes noires, quand c'est tu sais qu'on ne sait pas comment ils sont entraînés, par qui ils sont entraînés. Le site Hugging Face, qui est une plateforme où les modèles sont publics, on a la notion de comment l'entraînement est fait pour partir, du moins, est
un angle intéressant à regarder. Mais tu sais, nos chats GPT de ce monde, c'est des grosses boîtes noires qui... si on est dans un processus créatif, là, ta question était pour un processus créatif, d'avoir un modèle qu'on connaît la démarche puis qu'on entraîne spécifiquement, déjà là, on est dans meilleure posture que si... Ce serait de prioriser une approche vers des modèles open source. Ouais. En partant, c'est sûr qu'il y a plus de transparence. Exact. Ouais. Excellent. Est-ce que quelqu'un s'approche pour une question? Oui, bonjour. J'ai une question pour Luc. Oui. C'est comment vous avez géré la propriété intellectuelle avec l'artiste quand vous avez fait les vidéos Au niveau de la loi, présentement, à moins que je me trompe, on ne peut pas mettre un copyright sur ce qui a été généré par l'IA. Par contre, on sait que le gouvernement, ça bouge très lentement. J'espère éventuellement qu'on va pouvoir reconnaître qu'il y a un apport humain dans le modèle dans les modèles qu'on entraîne. Parce que oui, au final, l'IA n'aurait pas pu produire ce résultat par elle-même. Il a fallu une touche humaine au départ pour commencer. Donc, il faudrait, oui, éventuellement avoir de la législation sur ça. Et vous avez une entente avec... Oui, on a une c'est ça. entente. On a une Quand même entente. une entente de service puis de reconnaissance. Oui, que- bien c'est ça. On parle de red flags. Le premier red flag, quelqu'un pourrait dire, bon, on va faire ça dans le style de tel artiste. Ben non. Ça, c'est non. non. On parle que le surréalisme, mettons, oui, s'il n'y a pas de problème, mais ça, on va dire dans le style directement de Dali. Non. Ça, c'est un peu... ouais. Parfait. Alors, on a le temps pour une dernière question. Et je vais la poser... je vais la poser à Sophie. La première, ça serait quoi le premier pas qu'une organisation devrait faire pour se lancer? Vraiment, le premier pas, c'est... Moi, j'appelle ça comme une analyse de risque, là. Regarder à quel niveau, en tant qu'organisation, où se trouvent mes risques face au changement climatique, mes risques, ma compétitivité, et essayer de voir dans quelle mesure, selon ces risques-là, une approche durable peut venir répondre de façon compétitive. Après ça, il y a vraiment toute l'analyse sonder les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, au-delà de nous, le comité de direction, nos employés, nos clients, notre communauté. Donc, essayer de bien comprendre le marché dans lequel on s'inscrit, puis de voir est-ce que la durabilité peut venir répondre à des besoins, à des attentes de nos parties prenantes qui vont encore là nous mettre dans une posture plus favorable pour soit attirer des talents, si on est dans une posture où en tant qu'organisation, on a de la difficulté à attirer des talents, si nos clients principaux, notre marché principal, il y a des réglementations qui se mettent en place puis que je suis à risque. Donc vraiment, l'analyse de risque, moi, c'est un peu mon point de départ. Pour me faire une tête. Et comme je vous dis, le ne pas faire, c'est de dire « Ah ouais, on va faire un bon citoyen corporatif, on va faire plaisir aux 2-3 employés qui n'arrêtent pas de me parler du plan compost, on va leur donner un mandat, occupez-vous de ça comme si c'était le comité du party de Noël. » Ça, c'est le ne pas faire. Fait qu'il faut vraiment que ça soit une vision portée par la direction. Merci. Et puis, dans ce cas-là, le pas zéro, ça serait de télécharger l'étude sur xnquebec.ca. Puis, vous pouvez toujours aller aussi sur le site addendum.ca pour consulter les services d'accompagnement pour le développement d'une stratégie de développement durable. Merci beaucoup. Merci, David. Alors, un grand merci, Luc, Sophie et David, pour la modération. On va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes et on continue avec le prochain panel. Alors, bonne pause et on se retrouve dans la satosphère. À tout de suite.